DG de Descartes Développement et Innovation, qui organise très fréquemment, au moins une fois par mois, des conférences ou des événements de networking sur des sujets qui nous permettent de mettre en avant un focus sur un acteur du territoire ou des sujets d'innovation, on va dire, ou des expérimentations, des travaux qui peuvent être menés sur la cité Descartes. Je vous rappelle que Descartes Développement et Innovation a trois missions principales. La première, c'est le fait de donner davantage d'attractivité et de lisibilité au pôle d'excellence Ville Durable et à tous ses partenaires. Notre seconde activité consiste à opérer un atelier de fabrication numérique, le Fab Lab Descartes. Et notre troisième mission consiste à opérer un incubateur de création de startups innovantes. Et donc, on opère et on accompagne ce service également. Nous sommes une association, nous avons conclu pour 2021 un certain nombre de partenariats avec des grands groupes, donc on a une dizaine, dont Engie. Ces partenariats ont différents objectifs et notamment, alors il y en a 5-6 principaux, ça dépend des partenariats. Le premier objectif de ce partenariat est d'organiser des mises en relation avec l'écosystème innovation du pôle d'excellence. Donc, c'est en partie l'objet qu'on va essayer d'atteindre aujourd'hui. Le second objectif, c'est de participer à la sélection et à l'accompagnement de nos incubés. Ensuite, on a le fait de stimuler l'open innovation, qui est quelque part une façon d'innover en utilisant différents inputs, j'ai envie de dire, qui peuvent venir de grands groupes, de startups, voire éventuellement d'usagers. Quatrième objectif, donc là c'est particulier à notre convention avec Engie, on va mener une étude collaborative au niveau du réseau urbain d'énergie, système centralisé, décentralisé. C'est quelque chose qui risque de couvrir 2022 également. On s'est proposé également en cinquième objectif de créer une animation pour les collaborateurs d'Engie au Fab Lab. Et puis enfin, là encore, une suggestion d'Engie de développer des passerelles et informations avec le tissu académique afin de favoriser le développement de filières et l'emploi des métiers sur les métiers de la transition énergétique. Donc, on a une convention extrêmement riche avec Engie. C'est donc avec grand plaisir et une forte curiosité qu'on les a invités ce midi pour nous parler de Géomarne, qui est le projet de géothermie qui a commencé à être creusé, je crois, depuis 6-8 mois, si je ne me trompe pas, peut-être un petit peu. Oh, plus que ça. Le forage a Voilà. commencé en décembre 2019. Voilà. Oui, d'accord, ok. Donc, on est déjà à plus d'un an. Ok, super. Et puis, par ailleurs, donc, Engie a aussi évoqué un plan de relance qui nous semble particulièrement intéressant aussi, qui touche à un certain nombre de sujets sur, on va dire, la vie durable, le thème qui est un peu notre focus sur le pôle d'excellence. Et c'est à ce titre qu'aujourd'hui, on va donc avoir un certain nombre de présentations. Donc, tout d'abord, on va peut-être faire un tour de table des intervenants, si vous voulez bien. On va commencer par Madame Megraoui, s'il vous plaît. Oui, donc moi, c'est Jiane Megraoui. Donc, je suis ingénieure commerciale chez NJ Solutions. Et donc, je suis chargée pour NJ Solutions de développer commercialement le réseau Géomarne. Très bien, merci. Je précise par ailleurs que la session d'aujourd'hui est enregistrée. J'ai oublié de vous le mentionner, l'enregistrement a démarré il y a quelques secondes. Ensuite, Madame Prieur. Oui, donc Marion Prieur, responsable communication chez NJ Solutions, sur un périmètre qui rassemble une quinzaine de réseaux de chaleur, dont celui de Géomarne, celui de Champs-sur-Marne. Très bien. Donc, la présentation concernant Géomarne durera 20-25 minutes et on se propose une dizaine de minutes de questions-réponses après, avant de passer au second sujet qui lui aussi durera une quinzaine-vingtaine de minutes, donc sur le plan de relance, avec Monsieur Monin. Je ne sais pas s'il est déjà arrivé. Je suis là. Bonjour à tous. Donc, Pierre Menin, je suis délégué territorial sur l'Île-de-France pour le groupe Engie. Pour ma part, j'ai une vision globale sur l'ensemble des métiers du groupe Engie qui sont assez vastes, hein. Vous en aurez un aperçu tout à l'heure à travers nos propositions pour la relance.
Et mon rôle, c'est un rôle de relations institutionnelles avec vous, avec les collectivités, avec les acteurs publics ou privés du territoire. Merci beaucoup. Je précise également qu'il y aura, suite à la présentation sur le plan de relance, une autre petite session de 10 minutes de questions-réponses. Et je vous invite aussi à ne pas oublier, s'il vous plaît, de remplir le questionnaire d'évaluation qu'on vous enverra ou qui sera mis à disposition juste après la conférence. C'est important pour nous et pour vous, pour qu'on affine les thèmes qu'on aborde, peut-être des questions de timing, par exemple, et que vous puissiez aussi émettre des suggestions sur les sujets que vous aimeriez voir abordés. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions sur ce petit questionnaire d'évaluation qui ne devrait pas vous prendre plus de 2 minutes à remplir. Ça nous aide toujours à améliorer nos services. Et bien voilà, sans plus attendre, je vous propose qu'on entame avec Géomar, Madame Megraoui et Madame Prieur. Merci. La parole. Merci beaucoup. Merci. Alors, allons-y sur le réseau de chaleur Géomarne. Je vais laisser Jeanne démarrer par le cadre contractuel. Alors, voilà. Donc voilà, le cadre contractuel de Géomarne, c'est une délégation de services publics. Donc notre autorité délégante est la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne. Et le délégataire, donc c'est l'entité Géomarne qui appartient à NJ Solutions. Et donc la durée de cette DSP est prévue pour 25 ans, donc à compter de 2019, parce que nous avons été notifiés le 19 avril 2019, et donc jusqu'à 2044. Et le périmètre de cette délégation de services publics, c'est les 2 communes, donc Champs-sur-Marne et Noisiel. Alors, pour vous donner pour vous donner l'ampleur du projet Géomarne, je vous partage quelques chiffres. Donc, Géomarne, c'est la création d'un réseau de chaleur et de sa centrale de production. La source de production de chaleur, c'est principalement la géothermie, donc une eau naturellement chaude qu'on va puiser en sous-sol. Et donc, on a réalisé pour ça un forage géothermique à 1900 mètres de profondeur. Pour y capter une eau donc naturellement chaude et qui a été, suite à des études, captée à 70 degrés. On est sur un périmètre de 10 000 équivalents logements desservis. Alors, on parle en équivalent logement parce qu'on inclut dedans les bâtiments communaux, les installations tertiaires. Voilà, c'est pour ça que vous entendrez plusieurs fois dans notre présentation ce terme d'équivalent logement et non uniquement de logement. En termes de canalisation, de réseau, donc ça représente un réseau de 19 km sur donc, les 2 communes, Noisiel et Champs-sur-Marne. Les sous-stations, on en recense plus de 120, donc le chantier est actuellement en cours, hein, on est en train de les créer. La géothermie, comme je vous le disais, elle couvrira les besoins en chaleur à hauteur de 82%. Donc voilà, c'est un taux d'ENR très intéressant, taux d'énergie renouvelable, pardon, pour le réseau qui est très intéressant. Et voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, on est sur un projet de 40 millions d'euros d'investissement. Alors, comment on en arrive à un chantier de cette ampleur? Comme je vous le disais tout à l'heure, l'aventure a démarré en décembre 2019 par l'étape emblématique, donc le forage géothermique, qui nous a permis d'aller forer à 1900 mètres sous nos pieds. C'était un forage qui a duré 3 mois, mais je ne vais pas trop m'étendre sur cette phase, puisqu'après, vous aurez un petit film voilà, qui vous montre en image l'ampleur d'un forage géothermique. Ensuite, a démarré la phase de construction du réseau, les 19 km de réseau. Voilà, donc tronçon par tronçon, on commence à installer le réseau sur les 2 communes. Ensuite, a démarré le début de la construction de la centrale géothermique, donc la centrale Géomarne qui est en plein cœur de la Cité des Cartes, rue Alfred Nobel exactement. Ensuite, en mars 2021, donc incessamment sous peu, on devrait recevoir les premiers équipements de la centrale. Donc, même chose, on vous en parlera après, mais au sein de ce site de production, il y a des pompes à chaleur, des chaudières, voilà, tous les équipements qui vont bientôt être installés. Il y a la phase de création des sous-stations, donc pareil, qui s'étale sur plusieurs mois évidemment. Viendra ensuite la phase d'essai technique de la centrale.
On n'y est pas encore et le but étant d'être prêt pour la saison de chauffe 2021-2022. Donc voilà, on vise une mise en service évidemment à la fin de cette année. Vous avez sur ce slide trois visuels. Je vous explique juste, peut-être, c'est pas parlant pour tout le monde. Sur la photo de gauche, c'est le fameux rig, c'est la machine de forage. Au milieu, vous avez le chantier actuel de la centrale de production de chaleur. Et à droite, vous avez une photo prise sur Noisiel, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est des travaux de réseau, donc c'est l'installation du réseau dans les rues. Alors, je vous proposais justement de revoir en image le forage géothermique. On a installé depuis le tout début du projet une caméra time-lapse sur la parcelle Géomarne. Et voilà, ça a donné lieu à un film plutôt dynamique que je vous partage de suite. C'est parti. Voilà, donc un forage géothermique qui s'est étalé sur presque 3 mois et qui nous a permis de rencontrer pas mal de riverains, d'étudiants qui sont venus le visiter. On avait mis en place un showroom, comme vous l'avez vu sur la vidéo. Alors, je vous ai parlé là, on vient de voir le forage géothermique. Maintenant, comment fonctionne un réseau géothermique? Alors, il y a la partie forage, donc le doublet géothermal, hein, c'est les deux puits qui nous permettent de capter l'eau à 70 degrés sur Géomarne et à 1900 mètres sous nos pieds. C'est ce qu'on appelle la boucle géothermale. Donc, cette eau, elle arrive dans la centrale de production Géomarne, dans laquelle se fait le transfert de chaleur via des échangeurs thermiques. Et donc, le transfert de chaleur permet au réseau primaire, au réseau Géomarne, de distribuer la chaleur jusqu'aux sous-stations, donc en pied d'immeuble. Et ensuite, se fait à nouveau un transfert de chaleur avec à nouveau des échangeurs thermiques pour transférer les calories au réseau secondaire qui, lui, va alimenter les logements en chaleur. Donc, on est bien sur des boucles, 3 boucles d'eau distinctes. Hein. Il n'y a pas d'échange de chaleur, mais c'est bien, il n'y a pas d'échange entre ces eaux. Hein. C'est bien un échange de chaleur. Donc, il y a 3 boucles, la partie géothermale, la partie en sous-sol jusqu'aux échangeurs dans la centrale. Ensuite, il y a la boucle du réseau primaire que vous voyez visuellement, que vous voyez de la centrale de production jusqu'à la sous-station en pied d'immeuble. Et ensuite, il y a bien la boucle secondaire qui en est une troisième et qui permet d'alimenter chaque logement. Donc, les particularités de la géothermie, c'est qu'on est sur une ressource captée localement. Donc, voilà, c'est une eau qu'on puise sous nos pieds. Donc, on produit localement, elle est naturelle, performante et puis continue. Comme vous pouvez le voir, le doublet géothermal, donc les deux puits qui vont à 1900 mètres de profondeur, ils sont déviés. Donc, on puise une eau à un endroit,
et on la réinjecte alors c'est entre, ouais, on va dire 1 kilomètre à peu près de distance afin de ne pas refroidir la zone de production. C'est-à-dire que l'eau qui est renvoyée, qui est renvoyée en sous-sol, elle a transféré ses calories. Elle est donc plus froide que les 70 degrés puisés, mais comme on la réinjecte à une distance suffisamment importante de la zone de production, on ne refroidit pas la zone de production et on a à chaque puisage une eau à 70 degrés. Je me permets de faire un petit retour, de prendre un peu plus de hauteur et de vous montrer quelques chiffres sur la géothermie en Île-de-France. Donc la géothermie, elle a le vent en poupe, hein. C'est vrai que le bassin parisien est propice au développement de cette source de production, particulièrement l'est de l'Île-de-France, où l'eau du Dogger, donc c'est la nappe phréatique dans laquelle on puise notre eau, est particulièrement chaude. Donc là, vous avez une petite carte avec les différents sites en exploitation chez Engie Solutions. 130 mégawatts de capacité, donc c'est la puissance installée que représentent nos différents sites géothermiques. Ça représente 50 000 équivalents logements desservis par cette chaleur. Et on ne peut que citer l'ADEME et la région Île-de-France qui nous accompagnent évidemment dans tous ces projets. Jeanne, je te laisse enchaîner sur les moyens de production. Merci. Donc, les moyens de production de la centrale et du réseau Géomarne. Donc, comme l'a présenté Marion, donc, il y a un doublet géothermique, donc avec une profondeur des puits de 1900 mètres pour atteindre la nappe du Dogger. Et on récupère une température à 70 degrés. Donc, en plus du doublet géothermie, on a des pompes à chaleur qui nous permettent d'obtenir 6 MW de puissance supplémentaire. Et en plus du doublet de géothermie et des pompes à chaleur, nous avons une chaufferie gaz centralisée de 29 MW. Donc, ces 3 solutions nous permettent d'alimenter l'ensemble du réseau, donc l'ensemble des abonnés du réseau. Et en plus de ces énergies, nous avons prévu environ 13 MW sur des chaufferies gaz existantes de délestage, donc en ultime secours, donc qui seront répartis sur quelques abonnés donc bien ciblés. Et ça permettra d'être un ultime secours si jamais on a une maintenance sur la géothermie ou si jamais il y a un souci sur la géothermie, ça permet d'alimenter l'ensemble des abonnés. Donc, parce qu'en fait, ces chaufferies gaz d'ultime secours permettront d'effacer du réseau les abonnés qui auront ces chaudières. Voilà. Donc, la géothermie a un levier en faveur de la neutralité carbone des territoires. Donc, avec sa faible teneur en CO2, donc on a 36 kg de CO2 émis par mégawattheure, donc contrairement au gaz qui en émet 205 kg. Donc, ça permet d'éviter 25 000 tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent des émissions de 34 000 véhicules en circulation. Alors, le réseau Géomarne, donc, et le travail de déploiement de ce réseau, donc c'est le fruit d'une collaboration donc, entre plusieurs acteurs locaux et Géomarne, donc les collectivités locales, donc dans les collectivités, c'est-à-dire donc les communes de Champs-sur-Marne, de Noisiel, notre autorité délégante, donc la communauté d'agglomération Paris-Vallée de la Marne. Donc également, il y a la région Île-de-France et également le département du 77. Donc en plus, nous travaillons également en étroite collaboration avec l'EPAMarne, qui a deux grosses ZAC de nouveaux bâtiments qui vont sortir sur le secteur de Champs-sur-Marne. Nous travaillons également avec les bailleurs sociaux, donc pour des raccordements de résidences qui appartiennent à ces bailleurs sur les 2 communes. Donc, les promoteurs, donc que ce soit des promoteurs pour des projets qui se situent dans les ZAC gérés par l'EPAMarne ou des promoteurs en dehors des ZAC. Donc, les copropriétés, donc il y a pas mal de copropriétés sur Champs-sur-Marne et sur Noisiel. Nous travaillons également avec l'université et les écoles.
et également avec des entreprises. Donc là, on verra un petit peu plus dans le détail. Donc là, c'est le réseau Géomarne, donc tel qu'il est prévu à terme. Donc, nous avons prévu de desservir 10 quartiers sur les communes de Noisiel et de Champs-sur-Marne, donc étendus sur les 19 kilomètres de réseau. Donc, vous voyez en bas à gauche la centrale de géothermie au niveau du quartier Descartes. Et donc, il y a 2 branches qui partent de la centrale. Donc, la branche de gauche qui va alimenter la partie qui est plus sur Champs-sur-Marne, donc avec les quartiers de Bois-de-Grâce, Nesle et Centre-Ville. Ensuite, il y a la branche de droite qui va alimenter, donc qui va passer par le futur centre aquatique au niveau du quartier Descartes, et ensuite le quartier Picasso sur Champs-sur-Marne, pour ensuite arriver sur Noisiel, les quartiers Front Populaire, le Lusard, la ferme du Buisson, les 2 parcs et la pièce aux chats. Donc ensuite, ce que vous voyez également sur ce plan, ce sont des couleurs différentes. Donc ça nous a permis, en fait, on a mis ces couleurs pour distinguer les différences en fait, de type de futurs abonnés. Donc, vous avez en fait tout ce qui est université et école supérieure. Donc, au niveau du quartier Descartes, vous les voyez, sont en vert. Donc, tout ce qui est enseignement. Donc, vous avez également, donc, dans l'enseignement, on a inclus également tout ce qui est collège et lycée. Tout ce que vous voyez en bleu foncé, ce sont les résidences des bailleurs sociaux. Donc, vous envoyez sur, par exemple, le quartier Bois-de-Grâce, vous envoyez dans le quartier Nesle, vous envoyez à Noisiel sur le quartier des 2 parcs, le quartier Picasso. En marron, vous avez tout ce qui est copropriété, donc réparti sur… donc là, vous envoyez plus sur Champs-sur-Marne, mais il y en a également sur Noisiel. Et surtout également, vous voyez tout ce qui est en bleu ciel, c'est les projets neufs qui sont prévus dans les actes de l'EPAMarne au niveau de Champs-sur-Marne. Donc, vous en avez sur le quartier Descartes et également au niveau du quartier Bois-de-Grâce et quartier Nesle. Donc ça, c'est les projets neufs. C'est ce qui permet qu'un réseau comme Géomarne puisse se développer correctement en fait, dans un secteur où il y a beaucoup d'existants. Parce qu'en fait, pour qu'on puisse épuiser et utiliser au maximum la source géothermique, quand je dis épuiser, en fait, c'est utiliser au maximum les calories qu'on récupère. Il faut qu'on ait des régimes de température assez bas. Et les bâtiments existants n'ont pas forcément ce type de régime de température. Et donc, le fait qu'il y ait pas mal de programmes neufs sur la commune de Champs-sur-Marne nous permet justement de faire baisser au maximum les retours de température du réseau, et ce qui permet qu'on va pouvoir optimiser au mieux la source géothermique et maintenir notre taux de 82% de NR. Donc voilà pour le réseau de Géomarne. Alors, je reviens à la centrale de production. Dès lors que nous créons un projet de ce type-là, on s'attache évidemment, là je parle à la maille NJ Solutions, hein, on s'attache évidemment à ce que ces bâtiments, hein, ces sites de production soient parfaitement intégrés visuellement dans leur environnement. Alors ça passe par le choix de matériaux biosourcés. Il y aura un toit végétal qui sera réalisé sur cette centrale. Faire en sorte de conserver au maximum de la végétation. Alors, ça passe aussi par replanter des arbres au besoin une fois le chantier terminé. Et dans intégration dans l'environnement, il y a aussi la notion de pédagogie qu'on essaye de conserver sur la plupart de nos sites. Ça passe par voilà, un habillage visuel qui permet d'expliquer pourquoi ce site est là et ce qu'il permet de faire. Donc, en l'occurrence, chauffer des logements par une eau puisée en sous-sol. Voilà, c'est une belle histoire à raconter, cette source de chaleur, et on s'attache à ce que ça se voit sur nos sites pour attirer du monde dans le cadre de visites, etc.
du coup, je continue sur la partie pédagogique, ce qui m'amène à vous parler de ce que l'on a mis en place dans le cadre du forage géothermique, et c'est ce qu'on fait sur l'ensemble de nos forages. On a mis en place un showroom donc sur le chantier, sur la parcelle même où le forage avait lieu, un showroom, donc tout bêtement, hein, des Algeco qui permettaient d'accueillir du monde, des groupes. Alors, au global, ça représente 500 personnes sur les 3 mois de chantier. On a eu des étudiants, voilà, Ponts et Chaussées, l'Université de Paris-Est, Marne-la-Vallée, des riverains, quelques abonnés aussi qui sont venus, enfin futurs abonnés du réseau qui sont venus voir concrètement comment on forait, et ça permettait voilà, d'engager l'échange avec les personnes même qui menaient le chantier, à la fois les géologues qui étaient présents, les ingénieurs qui étaient en charge de la déviation des puits en sous-sol, bref, voilà, ça permettait à chacun de comprendre l'ampleur d'un tel projet et puis de commencer à évoquer l'après, donc la future centrale qui allait être installée sur ce site. Un espace pédagogique prévu en phase d'exploitation, donc là on n'y est pas encore, mais c'est évidemment ce qui est prévu quand la centrale sera prête. Comme je vous le disais, c'est de rendre visuel par des panneaux pédagogiques comment on en arrive à chauffer des logements par la géothermie. Si je parle de pédagogie, j'ai envie de vous citer une autre période qui nous a permis de communiquer et de donner une empreinte locale à ce projet Géomarne. C'est l'ouverture d'une collecte de financement participatif. Donc, elle a été lancée au moment du forage. Elle a été lancée grâce au partenaire Lumo, qui est spécialisé dans le financement participatif de projets d'énergie renouvelable. Et en fait, sur 3 mois, les riverains et franciliens par la suite avaient l'opportunité de souscrire au projet Géomarne. On a ouvert dans le premier mois de la collecte, seuls les habitants de Noisy-le-Champ-sur-Marne pouvaient souscrire. Le second mois, c'était ouvert à tous les habitants de la CAPVM, donc la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la Marne. Et le dernier mois, c'était enfin ouvert à tous les franciliens. Donc, mi-février, de mémoire, oui, la collecte a atteint son seuil d'1 million d'euros. Voilà, donc c'était un beau projet qui nous a permis de diffuser l'arrivée de ce projet d'une part, et puis d'autre part, par la collecte en elle-même, voilà, de permettre aux citoyens locaux de prendre part à ce projet. À toi, Gilliane. Donc, c'est également un projet qui s'intègre dans le cadre de travaux de rénovation énergétique. Donc, le raccordement de bâtiments existants au réseau Géomarne permet de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre et le taux d'énergie renouvelable et de récupération sans avoir à réaliser de travaux lourds sur les bâtiments eux-mêmes. Donc, avec les chiffres dont on vous a présenté tout à l'heure, donc les 0,36 kg de CO2 émis par kilowattheure. Tout à l'heure, je vous avais donné la valeur par mégawattheure. Et le taux d'énergie renouvelable de 82%. Donc, concrètement, quand on rencontre des copropriétaires qui ont un projet de rénovation d'énergie de leur bâtiment, donc l'arrivée de la géothermie est encore un plus par rapport à leur projet. Donc, ça s'intègre parfaitement dans ce type de projet. Donc, voilà, donc c'est encore un plus supplémentaire du réseau de chaleur. Donc voilà. Alors, on arrive au terme de notre présentation. On vous remercie beaucoup de votre attention. Voilà, merci de votre attention. Et puis, on est à disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est là pour ça. On va regarder les questions dans le chat. Je crois qu'il y en a quelques-unes. Donc, les supports vous seront mis à disposition sur notre site. Donc, il y avait une question de Léon. Combien de puits? 2, merci. OK, vous aviez répondu. La chaufferie d'appoint représentera peut-être tout le réseau. Et donc, autre question de Léon, je crois. La chaufferie d'appoint chauffera-t-elle tout le réseau? Alors, ce n'est pas la chaufferie d'appoint seule. Donc là, il y a 3 moyens de production pour chauffer l'ensemble du réseau.
donc c'est-à-dire le puits géothermie avec les pompes à chaleur et la chaufferie gaz de 29 mégawatts. Donc, quand le réseau sera à terme, donc ces 3 moyens de production permettent d'alimenter tout le réseau. Et si jamais il y a une maintenance sur la géothermie, on a prévu les 13 mégawatts de chaufferie décentralisée qui nous permettent justement d'effacer les abonnés qui ont ces chaufferies d'ultime secours pour que le reste du réseau puisse être alimenté correctement et normalement avec les 29 mégawatts. Alors, autre question, pourquoi des pompes à chaleur pour distribuer de la chaleur à plus de 70 degrés? Alors, les pompes à chaleur, elles servent à remonter la température de 70 degrés parce qu'en fait, c'est ce que j'avais commencé à un peu évoquer en fait, quand je parlais du plan, c'est parce qu'en fait, on a pas mal de bâtiments qui sont existants avec des régimes de température qui sont assez élevés. Et donc, on n'est pas sur des bâtiments neufs avec des règles de température où 70 degrés peuvent suffire pour le chauffage, même en intersaison. Donc, pour pouvoir alimenter justement ces bâtiments existants, on augmente la température des 70 degrés pour les monter à 80-85 pour pouvoir alimenter tous les bâtiments. Mais c'est plus en intersaison. Après, quand il fait vraiment froid, on allume le gaz avec la centrale avec les chaudières à 29 mégawatts. Donc, si je veux vraiment schématiser, je dirais qu'en été, on a besoin juste de la source de géothermie, donc hors saison de chauffe. Et on va dire sur la fin de la saison de chauffe et le début de la saison de chauffe, avant qu'il fasse, sur les périodes où il ne fait pas encore tout à fait froid, mais qu'on a quand même déjà besoin de chauffage, c'est là où on active les pompes à chaleur. Et quand il fait vraiment froid, on utilise le gaz, en plus de la ressource géothermique et en plus des pompes à chaleur. Et alors, question que tout le monde se pose ou se posera en tout cas, comment on peut évaluer le gain financier pour vos clients en fait, du passage à la géothermie par rapport à des sources moins durables, des sources d'énergie moins durables? Alors, en fait, c'est tout simple, hein. On récupère toutes les données sur leur solution actuelle, c'est-à-dire dans la majorité des cas, ils sont des chaudières gaz. Donc, on récupère les infos, c'est-à-dire les consommations sur les 3 dernières années pour avoir une consommation moyenne qui soit cohérente avec la réalité de leur bâtiment. On récupère leur tarif gaz et donc, en faisant le comparatif de leur solution actuelle avec les consommations gaz et leurs tarifs actuels par rapport à ce qu'ils auraient comme besoin en puissance avec la géothermie et avec les tarifs de la géothermie. Et on fait ce comparatif et ça nous permet de voir quel est le gain par rapport à la solution gaz. Et c'est comme ça qu'ils le voient avec le budget sur tous les postes, c'est-à-dire la consommation, l'abonnement. Et avec ce comparatif, on peut leur montrer que la géothermie est plus intéressante. Et vous avez déjà établi ces tarifs? Oui, les tarifs sont déjà établis depuis qu'on a été désigné, c'est-à-dire depuis la signature de la DSP le 19 avril 2019. D'accord. Donc, question dans la suite de celle-ci. Les copropriétaires qui se raccorderont donc à la géothermie n'auront plus à payer le gaz alors? Oui, alors que ce soit a fortiori les copropriétaires qui n'auront plus du tout besoin de leur chaufferie, donc de toute façon, ceux-là, leurs chaudières seront déraccordées, donc et laissées en l'état s'il y a de la place dans leur local, hein, dans leur chaufferie. Et donc, ils n'auront plus besoin du gaz pour alimenter une chaudière qui n'aura plus de raison d'être. Et donc, ils auront juste l'abonnement de Géomarne pour la géothermie à payer. Et pour ceux qui sont concernés par la mise à disposition de leurs chaudières, parce qu'elles seront utilisées dans le cadre de l'ultime secours, ils n'auront pas de gaz non plus, puisque l'abonnement gaz sera repris par Géomarne. Et donc, eux, ils n'auront aussi également que l'abonnement de la géothermie à payer. Et la consommation, évidemment. Autre question par rapport à la démarche de crowdfunding que vous avez mentionnée, cette démarche de financement participatif.
pouvez nous en dire un petit peu plus? Donc, on a bien compris qu'il y avait eu 3 phases, mais c'est pour qu'est-ce que vous avez proposé aux candidats? Est-ce qu'il y a un retour sur investissement? Enfin, comment ça s'est, quelle était l'offre exactement sur cette campagne, s'il vous plaît? Alors, sur les modalités financières, le montage, je ne suis pas la plus à même de vous répondre. En tout cas, il y a donc eu une ouverture en 3 phases parce qu'on voulait privilégier les citoyens locaux. Donc, sur 2 mois, voilà, ils pouvaient souscrire en exclusivité avec un taux de rendement légèrement plus important pour les locaux, donc pour la partie citoyen CAPVM. Le taux de rendement était de 6% contre 5% pour les franciliens. Voilà, avec une possibilité d'engager financièrement jusqu'à 10 000 € par souscripteur, si je ne me trompe pas. Voilà. Cette souscription est fermée maintenant. Absolument. Elle a pris fin. Alors, elle prenait fin sur le papier jusqu'à fin février 2020. C'était en fait la date de la fin du forage, mais dès lors qu'on a ouvert sur la 3e phase à l'ensemble des franciliens, la collecte a explosé étant donné le bassin de population. Donc, de mémoire, en 5 jours, c'était réglé et on atteignait le seuil d'1 million d'euros qui était donc le seuil qu'on s'était fixé. La collecte ne démarrait que si nous avions un minimum de 500 000 € collectés, et le seuil maximal était 1 million d'euros. Voilà, et ça a rassemblé 283 souscripteurs au final. Ok, donc pas tant que ça, en fait. Non, pas tant que ça, tout à fait. Alors, je ne sais pas comment est passée l'information, parce que, par exemple, nous, on ne l'a pas vue. Mais bon. Alors, on s'est appuyé sur les services communication des collectivités locales. Alors, si je dois faire un petit retour d'expérience, c'est vrai que si c'était à refaire, je pense qu'on aurait gagné en visibilité si la collecte avait été ouverte un peu plus tard dans le projet. C'est vrai qu'à l'époque du forage géothermique, il n'y a pas encore la centrale, il n'y a pas encore les murs. Visuellement, le site n'existe pas. Donc voilà, je pense que s'il y a un petit retour d'expérience à faire, ça aurait pu nous aider en termes de visibilité. Ça serait peut-être venu à vous plus facilement si on l'avait décalé un petit peu dans le temps. Mais sinon, comment on a procédé? Donc, on s'est appuyé sur les services communication des 2 communes concernées, Noisiel et Champs-sur-Marne. On a également fait une réunion publique. Alors, qui portait la réunion publique, on l'aurait fait financement participatif ou pas. Cette réunion, on l'a fait sur Champs-sur-Marne 1 mois avant le lancement de la collecte. Mais dans le cadre de la réunion, on a convié l'UMO, qui est le partenaire qui a créé le financement participatif. On les a conviés pour qu'ils parlent et qu'ils évoquent cette collecte qui démarrait 1 mois plus tard. Et voilà, il y avait 80 personnes présentes à cette réunion. Donc, ça a aussi été un vecteur de communication. Et je peux vous dire que la totalité des gens sont restés à la réunion publique jusqu'au bout pour… voilà, c'est vraiment un sujet qui plaît, le financement participatif. 2 dernières questions rapidement. Est-ce qu'on connaît est-ce que vous connaissez les bâtiments universitaires qui vont être raccordés? Sur le schéma que vous nous avez, enfin, sur le plan que vous nous montriez tout à l'heure, j'ai l'impression que c'était presque tout le monde. Je peux répondre éventuellement pour l'université. Donc, si vous m'entendez, oui. Oui, on vous entend, oui. Oui, donc je suis Philippe Avril, je suis le directeur général délégué immobilier logistique à l'Université Gustave Eiffel. Donc, en fait, les bâtiments universitaires qui vont être… En fait, je vais vous dire ceux qui ne seront pas raccordés, en fait. C'est-à-dire que sur la cité des cartes, on a une dizaine de bâtiments. Ceux qui ne seront pas raccordés, c'est le bâtiment Copernic. Enfin, tout ça, c'est à confirmer, mais c'est un peu la direction qu'on prend. Le bâtiment Copernic, parce qu'il a été réhabilité complètement et agrandi en 2018. Donc, les installations de chauffage, et notamment, il y a une chaudière bois qui est en service et on n'a pas envie de, on a envie de rentabiliser tout ça. Il y a pas de… Alors, le réseau va passer le long de Copernic, donc on verra. Mais le bâtiment Copernic ne serait pas raccordé en 2021, c'est sûr. L'autre bâtiment, c'est le bâtiment Bienvenue, qui est le long du RER A, donc le bâtiment de l'ex-Yves-Star, qui lui non plus ne sera pas raccordé, même si le réseau passera au pied, donc sous le boulevard Newton. Là aussi, parce que c'est un bâtiment neuf qui n'a que 8 ans et demi de mise en service.
Et puis le troisième bâtiment pour lequel, pour l'instant, on n'a pas eu de discussion, c'est l'Essier. Pour ceux qui ne savent pas, l'Essier a rejoint l'université au début 2021. Et donc, pour l'instant, il n'est pas envisagé de raccorder le bâtiment de l'Essier. Sinon, les autres bâtiments, donc, je vais peut-être en oublier, mais il y a l'IUT de Champs, Lavoisier, Bois de l'Étang, le gymnase, la bibliothèque, Adère, Rabelais, enfin voilà, je dois en oublier, mais tout cela seront raccordés en octobre 21 avec des conventions qui vont être signées d'ici là, évidemment. Voilà. Merci. Alors, vous avez peut-être répondu en partie à la prochaine question, d'ailleurs, qui concerne le moment auquel les potentiels clients seront informés du tarif de raccordement. J'imagine que ce sera peut-être en octobre, quand tout le monde, enfin, quand les procédures de raccordement commenceront. Alors, les tarifs sont déjà fixés. Oui. Donc, c'est des tarifs qu'on a déjà depuis la notification de la DSP. Et donc, pour information, si vous voulez, donc, pour le R1 qui correspond à la consommation, donc c'est un tarif de 14,72 € hors taxe par mégawattheure. Et pour le tarif de l'abonnement, donc le R2, c'est 96,42 € hors taxe par kilowatt souscrit. Mais vous ne savez pas quand et comment ces tarifs seront communiqués aux usagers? Alors, dans les polices d'abonnement qui seront signées, donc les tarifs en fait sont indiqués dans le règlement de service qui est joint à la police d'abonnement. Bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Si vous le voulez, on va passer à la seconde partie de la présentation qui concerne le plan de relance. Et puis, je vous remercie beaucoup, mesdames, bien sûr, pour cet exposé très intéressant. Merci à vous. Monsieur Monin. Oui, merci Marion, merci Gianne. Cette présentation-là de Géomarn, elle est tout à fait cohérente avec ce qu'on va vous présenter par la suite, ce que je vais vous présenter maintenant plus exactement, concernant le plan de relance. Alors, il faut que j'arrive juste à partager mon écran. Je prends 2 petites minutes. Oui, donc je disais qu'on est dans une totale cohérence et continuité. Pourquoi? Parce que ce projet Géomarn, en dehors de ses qualités intrinsèques, techniques, environnementales, est avant tout un projet de territoire et illustre bien la manière dont Engie travaille avec le territoire, avec ses acteurs économiques, ses usagers, pour accroître la performance environnementale du territoire, pour travailler à des sujets qui ont des impacts en termes économiques, en termes sociaux. Et c'est exactement la logique dans laquelle nous nous inscrivons également avec les propositions que nous avons faites pour une relance verte en Île-de-France. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, très bien. Donc, je vais passer en mode diaporama. Voilà. Donc le travail que je vais vous présenter, en fait, c'est un travail qui a été effectué par Engie en 2020 et pour lequel il va y avoir une continuité en 2021 de laquelle je vous parlerai en conclusion. Et qui est donc un ensemble de propositions qui a été adressé aux collectivités et à nos acteurs, à nos relations acteurs privés ou publics sur le territoire pour trouver les leviers qui permettent de traverser la crise actuelle et de s'orienter vers une relance verte. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste revenir sur la notion de relance et la manière dont les pouvoirs publics s'en sont emparés. Vous avez tous noté évidemment que la crise que nous traversons depuis le printemps 2020 est au premier lieu une crise sanitaire gravissime, effectivement, mais est également une crise qui a des impacts extrêmement importants sur le court terme, mais malheureusement que nous verrons également de plus en plus apparaître sur le long terme. Des impacts économiques, des impacts en termes de liens sociaux, de disparités sociales qui pourraient apparaître. Et donc, c'est un constat que les pouvoirs publics ont pris en compte très rapidement et avec une décision d'injection massive de fonds pour redynamiser l'économie,
pour faire une relance qui ait du sens et qui réponde à ces enjeux de cohésion, ces enjeux économiques et, comme on va le voir après, des enjeux également environnementaux. Au niveau européen, tout d'abord, vous aurez noté le succès inédit qu'ont eu les négociations entre pays européens cet été pour aboutir à un plan de relance européen de 750 milliards d'euros qui vont être injectés dans l'économie européenne. Au niveau national, le plan France Relance a été élaboré dans la continuité de ce plan de relance européen, puisqu'une partie des fonds qui alimentent le plan France Relance, qui au total prévoit 100 milliards d'euros sur 2021-2022, une partie de ces fonds provient directement du plan de relance européen lui-même. La relance, elle a été abordée à un niveau national, elle a été également abordée à des niveaux plus locaux. Et je vais prendre les deux exemples les plus parlants pour nous. Sur l'Île-de-France, l'Île-de-France a réagi très vite, sans attendre le plan France Relance, avec dès le mois de juin un premier acte de relance qui a été marqué, des dispositifs de soutien aux entreprises, à leur numérisation, etc. Donc ça, c'était en juin. Il y a eu un deuxième axe sur lequel je reviendrai après, qui a été annoncé lors de la COP 2020 organisée par l'Île-de-France en septembre ou octobre, je ne sais plus exactement, qui était intégralement orienté vers les questions de transition écologique. Et puis, un autre exemple encore, pour montrer un petit peu le millefeuille et les différentes couches qui se superposent, la métropole du Grand Paris a également annoncé un plan de relance qui, voilà, s'il est effectivement moins généreux, je dirais, en termes de budget consacré, bon, c'est lié également au budget de la métropole, bien sûr, n'en est pas moins ambitieux dans ses lignes directrices. Et puis à côté de ça, vous avez des démarches qui ont été entreprises par des départements, par des communautés d'agglomération, donc beaucoup de couches différentes, un nombre de guichets encore plus important, donc on est dans un système qui est quand même extrêmement complexe, et un des enjeux sera d'arriver à le faire vivre avec l'ensemble de ces guichets. On va retrouver des guichets du côté de l'ADEME, on va avoir la BPI qui va être impliquée, la Banque des territoires, les préfectures, etc. Mais là où je voudrais attirer votre attention, c'est que sur l'ensemble de ces dispositifs, on va retrouver un tronc commun. Et ce tronc commun, c'est la notion de Green Deal qu'on a retrouvé dans le plan de relance européen et qu'on retrouve dans chacun de ces dispositifs de relance. Le plan France Relance, par exemple, il a 3 piliers, la cohésion territoriale, l'économie et l'écologie. Et donc, on voit sur les 100 milliards, 30 milliards d'euros sont affectés à l'écologie, avec 4 secteurs principaux qui sont concernés, l'énergie, la rénovation énergétique des bâtiments, les transports, la transition agricole. Du côté de l'Île-de-France, comme je vous disais, il y a eu une COP en 2020, 192 propositions pour la reconstruction écologique de l'Île-de-France. Et au total, c'est 1 euro sur 2 du budget de l'Île-de-France qui doit partir vers des projets à impact écologique. Et le plan de relance métropolitain, eh bien, son intitulé parle en lui-même, puisque c'est un plan de relance métropolitain pour un territoire durable, équilibré et résilient. Alors pourquoi cette primauté de l'aspect écologique et énergétique dans ce plan de relance? Eh bien, il y a 2 raisons à cela. La première, c'est que cette transition énergétique, c'est une urgence dont chacun est conscient depuis plusieurs années maintenant. On a eu la COP 21 qui a bien marqué le coup en France, notamment, et puis même à l'international. C'est une nécessité climatique absolue. Mais en même temps, on voit bien les difficultés qu'on a eues à avancer à un rythme rapide, au rythme rapide dont on a besoin pour avoir des impacts très, très significatifs sur les hausses de température. Et ça, on avait des freins extrêmement importants du fait notamment de vouloir
intégrer en fait des éléments de rupture dans un système qui était économiquement, je dirais, intégré, qui fonctionnait avec un modèle économique donné, avec un modèle social donné, et vouloir changer cela, ça implique de potentiellement détruire des systèmes existants pour en reconstruire d'autres. Or, aujourd'hui, la crise, de facto, a remis à plat toute une partie de notre système économique, des enjeux, a remis également en question les enjeux fondamentaux de la société que nous voulons construire, et donc il y a une fenêtre qui s'est ouverte qui nous permet de nous lancer à corps perdu, je dirais, sur ces questions de transition énergétique et écologique, et de mettre en place les dispositifs qui étaient un petit peu dans les paniers et qui faisaient l'objet de tractations sans fin, notamment avec les pouvoirs publics. Le deuxième point, bien sûr, c'est que cette mutation vers un monde dans lequel les questions énergétiques sont revues différemment, les questions écologiques sont revues différemment, c'est un monde dans lequel certains métiers, bien sûr, sont amenés à plus ou moins à disparaître ou à se transformer, mais derrière, ce sont également des métiers qui vont se créer, des filières qui vont se créer, des projets qui vont être générés à très court terme, mais aussi des projets sur la durée. Et donc cela a un sens complet dans un dispositif de relance, où l'enjeu de la relance, c'est effectivement de répondre à la fois à des enjeux de court terme, des urgences de relance économique, mais également de construire cette relance sur la durée et de préparer notre pays aux enjeux de demain. D'où cette focale mise sur la question de la relance verte. Alors Engie, dans tout cela, a évidemment une place centrale et plus qu'un mot, je dirais, à apporter à la réflexion. Engie, c'est tout d'abord un groupe qui a évolué depuis une évolution qui a déjà été mise en branle depuis plus d'une dizaine d'années, et qui a notamment inscrit celle-ci dans sa raison d'être. Engie est un groupe dont l'activité est centrée sur la question de la transition énergétique et de la neutralité carbone. Donc une adhésion complète et directe à la question de la relance verte. Par ailleurs, la manière de fonctionner d'Engie et les convictions que nous portons sont que ces transformations ne peuvent avoir lieu qu'avec un lien direct, étroit, avec le local, avec les territoires. On en a eu l'illustration à l'instant même avec le projet Géomarne. Et de la même manière, la relance verte, pour nous, elle ne peut se réussir qu'en lien avec les territoires, d'autant plus que nous portons une responsabilité propre vis-à-vis de ces territoires, ne serait-ce que par le PIB que nous générons et l'emploi que nous générons. Pour avoir une idée de l'ordre de grandeur, Engie en Île-de-France, c'est de l'ordre de 25 000 salariés, mais c'est à peu près le triple d'emplois que l'on estime si l'on compte les emplois indirects, les emplois induits. Donc 75 000 emplois. Donc autrement dit, notre souhait de réfléchir à la question de la relance et de la relance verte, il résulte également d'un engagement et d'une traduction de notre responsabilité sociale, de notre responsabilité environnementale, de notre engagement sur les territoires. Alors, une fois que je vous ai exposé ça, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qui a été fait. Le travail que l'on a fait, on l'a lancé dès le premier confinement, en fait, donc sans attendre les plans de relance publique, en se mettant toute entité d'Engie confondue autour de la table en Île-de-France pour dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, comment Engie peut agir pour accélérer cette relance, proposer des pistes qui pourront être prises en compte par les acteurs publics ou les acteurs privés. Et donc on a dialogué à partir de ces propositions avec la région, avec un ensemble d'acteurs du territoire. Le cahier de préconisations que nous avons fait, il contient une vingtaine de préconisations. Alors je vous en exposerai quelques-unes, je n'aurai pas le temps de toutes les balayer, mais ça vous donnera un petit peu l'esprit de notre démarche. Et ces préconisations répondent à 3 objectifs. D'une part, comme je vous disais, participer à la relance économique et sociale. D'autre part,
contribuer à la transition énergétique et écologique. Et enfin, un troisième objectif qui est que tout cela puisse se faire en veillant à limiter les investissements de nos partenaires privés et publics, et notamment en pensant au public, les questions de déficit public, puisqu'on sait que la crise a mis à mal les finances publiques, et que ce soit au niveau de l'État, mais également au niveau des collectivités locales. Alors, je rentre un petit peu dans le vif du sujet en vous montrant comment sont structurées nos propositions. En fait, nos propositions, elles sont parties. On a retravaillé au niveau Île-de-France 5 pistes métiers, vraiment accrochées au métier que développe Engie, de contribution au plan de relance. Et on a essayé de voir comment ces pistes pouvaient être pertinentes au niveau de l'Île-de-France. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs été reprises dans le plan de relance de l'Île-de-France. Il y a donc 5 thématiques qui ont été abordées. La question de l'efficacité énergétique, la notion de campus intelligent, la notion d'infrastructure urbaine bas carbone, celle d'énergie renouvelable électrique, et puis la question des gaz verts, que ce soit le biométhane ou l'hydrogène. Pour chacun de ces axes, comme vous le voyez, on a essayé de chiffrer les impacts que les actions que l'on propose pourraient avoir en termes d'investissement, en termes d'emploi. Alors, vous ne le voyez pas forcément bien là, mais un document exhaustif vous sera fourni à la suite de la réunion qui vous permettra de prendre connaissance de l'ensemble de nos propositions et de la manière dont on les a chiffrées. Et puis, au-delà de ces 5 pistes, on a également réfléchi spécifiquement sur l'Île-de-France à des dispositifs, des propositions qui permettent d'accompagner de manière transverse les enjeux économiques, sociaux et juridiques de la relance sur vos territoires. Alors, je vous ai exposé la structure un peu globale de notre réflexion. Maintenant, je vais prendre le temps de quelques exemples. Encore une fois, je ne pourrai pas tout développer, mais l'ensemble des propositions vous seront transmises par la suite. Alors, si je reprends la question de l'efficacité énergétique, et je vais me permettre de m'attarder un petit peu dessus, parce que c'est une dimension qui est absolument essentielle, centrale, et peut-être l'axe primordial si on devait en retenir qu'un. L'efficacité énergétique, on l'a travaillé notamment dans l'optique d'accélérer massivement la rénovation des bâtiments tertiaires et de l'habitat collectif. Pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder un petit peu en détail le plan de relance, le plan France Relance, vous aurez noté qu'il y a 6,7 milliards d'euros qui sont consacrés spécifiquement à la question de la rénovation énergétique. Donc vous voyez le poids dans le plan de relance de cette question de la relance de la rénovation énergétique. L'Île-de-France elle-même a un objectif de réduction de 20% de la consommation dans les bâtiments. Donc on est sur un objectif majeur et par ailleurs on n'est pas sur des dispositifs dans lesquels on est encore en phase où on se cherche en phase de développement. Je pense qu'on pourra aborder tout à l'heure par exemple la question de l'hydrogène. Là on est sur des notions qui sont matures, mais il faut qu'on arrive à accélérer. Et typiquement on a un dispositif qui est mature aujourd'hui mais qui est encore complètement sous-utilisé. Je veux parler des marchés de performance globale. Aujourd'hui, on a un dispositif mature qui marche, qui peut s'appuyer sur des contrats de performance énergétique. Vous avez un exemple ici, par exemple, de ce que l'on fait avec les piscines de Nanterre, mais j'aurais aussi bien pu vous parler des contrats de performance énergétique que nous avons passés avec l'ensemble des écoles de la ville de Paris. Ce qui nous paraît important dans ces dispositifs, c'est que là, on va proposer en fait d'avoir des entreprises qui s'engagent sur l'évolution des bâtiments, sur leur rénovation, sur leur construction, sur leur équipement énergétique, sur leur équipement en termes de pilotage, les outils qui vont être mis à disposition pour pouvoir piloter de manière très fine la consommation des bâtiments, mais qui s'engagent également sur leur exploitation. Donc autrement dit, une entreprise qui va effectuer
ou qui va piloter l'ensemble des travaux qui vont aboutir à un bâtiment réputé à haute performance énergétique, va également être impliqué sur l'exploitation sur la durée de ce bâtiment. Et avec derrière une logique gagnant-gagnant, autrement dit, les gains énergétiques qui sont attendus et contractualisés lors de l'exploitation du bâtiment permettent de rentabiliser les investissements qui sont faits en amont pour effectuer par exemple les travaux de rénovation. Et inversement, bien sûr, si la performance attendue n'est pas là, il y a des systèmes de pénalité qui permettent effectivement d'avoir une assurance pour l'utilisateur de rentrer financièrement dans ses clous et d'avoir bien les économies derrière générées qui correspondent à ces investissements de départ. Sauf que ces outils aujourd'hui sont complètement sous-utilisés. Sous-utilisés probablement parce qu'il y a un manque de connaissances, peut-être une complexité derrière qui est perçue, souvent à tort. Et donc on souhaite travailler aujourd'hui à simplifier l'accès à ces marchés de performance globale. Alors on travaille notamment au niveau national à la mise en place de cahiers des clauses administratives générales, mais on peut et on souhaite travailler avec les acteurs de terrain qui le souhaitent, avec la région notamment, ou la métropole, ou des communautés d'agglomération, à la mise en place de cahiers des clauses administratives spécifiques, qui permettent effectivement de cadrer avec des cahiers des charges un peu types, en évitant que ceci soit trop complexe, l'ensemble des clauses qui peuvent après alimenter les marchés et donc permettre à l'ensemble des acteurs d'aller sur ce type de marché. Et ça peut également irriguer les acteurs privés, bien sûr. Donc nous réfléchissons bien sur ces cahiers des clauses administratives spécifiques et de toute façon nous sommes à même de produire des cahiers des charges types à mettre à disposition de l'ensemble de nos interlocuteurs pour qu'ils puissent facilement s'engager sur cette voie. De la même manière, il est important, pour continuer à avoir une approche massifiée de ces marchés de performance globale, de massifier également de regrouper, d'avoir des regroupements de politiques d'achat et de marché sur ces marchés de performance globale. Un acteur de territoire peut être un facilitateur pour induire et regrouper un certain nombre de besoins et de marchés qui doivent être passés pour de la rénovation et de l'exploitation ultérieure. Ça, outre l'intérêt d'aller plus vite, ça a l'intérêt pour l'exploitant futur de minimiser ses risques parce qu'il va foisonner effectivement l'ensemble des résultats qu'il souhaite obtenir sur l'ensemble des bâtiments. Si effectivement les résultats ne sont pas exactement au niveau attendu sur un bâtiment, il va pouvoir se rattraper sur l'ensemble, la masse des bâtiments qu'il va avoir en charge. Et donc ça veut dire qu'il y a un niveau de risque qui est moindre et donc un coût qui est proposé à la collectivité ou au bailleur, acteur privé, qui est également moindre dans la prestation proposée. Donc voilà, s'il y a un point à retenir sur l'efficacité énergétique, c'est principalement celui-là. Après, je voudrais également souligner que sur ces questions d'efficacité énergétique, il faut avoir en tête, et notamment dans le cadre de la relance, qu'il y a des approches sectorielles extrêmement intéressantes et pertinentes à avoir. Si je prends le cas du tertiaire, par exemple, on voit que la crise actuelle génère des réflexions fortes chez les bailleurs, mais également chez les acteurs publics, sur l'usage des bâtiments, l'usage des bureaux. Est-ce qu'on va utiliser demain les bureaux comme on les utilisait hier? Est-ce que le contexte sanitaire fait qu'on doit avoir d'autres réflexions, par exemple sur les espaces partagés? Quid du développement du télétravail, du travail à distance, des tiers-lieux? Des questions qui se posent également, je pense par exemple pour les milieux universitaires. Et or, cette réflexion, en parallèle de celle-là, il y en a une autre que se posent ces gestionnaires de parcs tertiaires, qui est la réponse aux enjeux posés par le décret tertiaire qui impose à différents horizons, 2030, 2040, 2050, une réduction drastique des consommations d'énergie et de l'impact carbone. Alors, ce que l'on veut pousser ici, c'est le fait que ces deux réflexions ne doivent pas être menées de manière silotée, mais qu'il faut vraiment
que les réflexions d'usage soient menées conjointement et de manière concordante avec les réflexions sur les gains énergétiques. Et nous travaillons à des dispositifs qui permettent de travailler les deux volets simultanément. Autre exemple sectoriel, la réindustrialisation. On a constaté, donc il y a un volet spécifique du plan France Relance qui est la partie relance industrie. Des projets, on a constaté que les projets qui ont été déposés lors de la première vague de projets qui était fin 2020 ou début 2021, je ne sais plus, un grand nombre de projets ont été retoqués, et notamment pour un certain nombre d'entre eux parce qu'il n'y avait pas de réelle notion de performance environnementale derrière. Or, cette notion de performance environnementale, elle est partie intégrante des projets de réindustrialisation, et elle permet d'accéder au financement public. Donc, nous, ENGIE, proposons d'accompagner les entreprises qui souhaitent travailler à la réindustrialisation, alors que ce soit la modification d'outils de production déjà existants sur le territoire francilien ou de nouvelles implantations. On est prêt à les accompagner pour construire ce projet énergétique à l'intérieur de leur projet de réindustrialisation, pour que, lorsqu'ils le portent lors des prochains appels à manifestation d'intérêt qui vont être publiés, lorsqu'ils vont le porter auprès des pouvoirs publics et de la région, eh bien effectivement, ils soient éligibles aux aides qui vont leur permettre de dérouler effectivement leur projet de réindustrialisation. J'ai pris un peu de temps sur l'efficacité énergétique parce que c'est un point important. Je vais aller un petit peu plus vite sur les autres volets. Alors, le deuxième volet, la notion de campus intelligent. Alors, la notion de campus intelligent, là on parle à la fois d'intelligence environnementale, d'intelligence numérique. C'est quelque chose que nous travaillons avec nos compétences propres d'ENGIE. Nous l'avons travaillé à la fois sur des notions de campus hospitalier, de quartier de gare, et puis sur la notion de campus universitaire. Et c'est plutôt sur celle-là dont je voulais vous parler ici, c'est celle qui me paraît la plus pertinente par rapport à vos attentes éventuelles. Sur cette notion de campus universitaire, nous souhaitons, là encore, désiloter les choses. Les campus, nous travaillons avec eux pour en faire des lieux de formation aux métiers de demain. Et d'ailleurs, dans le cadre de la convention que nous avons passée avec Descartes Développement et Innovation, nous avons décidé de travailler avec la Cité Descartes pour mieux faire connaître ces métiers et trouver des passerelles et permettre de mieux développer ces métiers en lien avec les attentes réelles de nos entreprises du secteur. Donc ça, c'est un volet RH, un volet de filière métier. Mais ce volet de filière métier, on pense qu'il faut le connecter complètement avec l'infrastructure propre des campus et donc travailler à ce que ces campus eux-mêmes soient des vitrines technologiques qui, d'une part, illustrent effectivement la volonté d'excellence sur ces notions environnementales et numériques, mais qui également puissent même être des outils d'études, de travail pour les étudiants. Et là, on parle des techniciens aux ingénieurs, hein, parce que côté technicien, on a des besoins forts et on en aura dans les années à venir sur les métiers de maintenance. Du côté des ingénieurs, on en a sur les questions d'énergie renouvelable, d'hydrogène par exemple. Et donc, on veut faire le lien entre notre travail avec ces acteurs sur les questions RH et le travail qu'on peut avoir sur les infrastructures elles-mêmes. Troisième axe, troisième notion, la notion d'infrastructure urbaine bas carbone. Donc il s'agit d'accélérer le développement de programmes urbains bas carbone résilients. Alors, on pourrait parler d'infrastructures en termes de mobilité. Bon, ce n'est pas l'axe que j'ai pris ici. Ici, j'ai voulu abonder un petit peu dans le sens de ce qui a été présenté par Géomarn, en disant qu'il est important, et vous avez pu le voir là, notamment en Île-de-France, de travailler sur les questions de développement de réseaux de chaleur et de froid.
on a en Île-de-France tous les atouts et toutes les raisons de nous pencher et d'accélérer sur le développement de ces réseaux. Alors, vous avez vu qu'on en opère déjà un grand nombre en Île-de-France, mais on peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. On a les ressources géothermales notamment, avec les différentes nappes phréatiques qui existent en Île-de-France. On est capable de développer de la géothermie basse température et basse profondeur également. Il y a des gisements de chaleur fatale importants qui existent. Et puis surtout, on peut développer de manière conjointe les réseaux de chaleur et de froid. Là encore, nous avons choisi de travailler avec des cartes développement et innovation, et Jean-Christophe de Tauziat y faisait allusion tout à l'heure, en lançant une étude conjointe avec la Cité des Cartes pour voir les systèmes techniques les plus opportuns en termes de boucles de chaleur conjointes qui permettent de travailler à la fois la chaleur et le froid. Il y a des questions de modèles de financement, de modèles juridiques également qui se posent derrière. Et puis, en milieu urbain, je dirais qu'il y a un autre sujet extrêmement préoccupant que l'on se doit de travailler, qui est la question de la lutte contre les îlots de chaleur. Si le sujet vous intéresse, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais nous interviendrons la semaine prochaine, mardi prochain de mémoire, avec l'Association des maires d'Île-de-France, pour présenter les solutions que nous proposons pour cette lutte contre les îlots de chaleur. Là, je vais aller assez rapidement sur le sujet, juste pour dire que, évidemment, les infrastructures et notamment les réseaux de froid sont des outils extrêmement puissants pour lutter contre ces îlots de chaleur, de même que ce que je vais qualifier d'infrastructures vertes, qui sont les approches écologiques de verdissement, de plantation d'arbres, d'écoulement d'eau, qui permettent effectivement d'avoir des impacts aussi directs et puis qui sont en plus agréables pour les habitants dans la lutte contre ces îlots de chaleur. Et là encore, il s'agit de ne pas découpler les choses, mais on peut avoir des approches conjointes et pourquoi pas travailler sur des logiques de contrat de performance environnementale qui englobent les deux. Et c'est dans ces logiques que, si notre cœur de métier aujourd'hui est plus du côté des infrastructures et des réseaux, nous travaillons aujourd'hui chez Engie à intégrer également des approches qui sont des approches de verdissement et d'espace vert. Quatrième axe, ce sont les énergies renouvelables électriques. Je vais pas m'appesantir sur le sujet. Alors, les énergies renouvelables électriques, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui en Île-de-France, on les travaille de deux manières. D'une part, sur le développement de grands parcs photovoltaïques qui permettent de la réinjection. Et là, on peut travailler avec des acteurs publics ou privés sur des notions de PPA, donc Power Purchase Agreement, qui permettent en gros à s'engager avec un acteur sur de la fourniture sur le long terme à partir d'une source de production d'énergie fléchée. Donc autrement dit, on va développer un parc photovoltaïque à un endroit donné du territoire, si possible en Île-de-France, et derrière dire à un acteur donné, donc le dernier en date qu'on ait signé par exemple c'est avec Orange, mais on en a également un en cours avec le CIPEREC, les consommations en fait des usagers ou des bâtiments d'Orange ou des mairies alimentées par le CIPEREC vont bénéficier directement de l'énergie produite sur tel ou tel site photovoltaïque. Et puis on a un deuxième dispositif qui est le photovoltaïque en autoconsommation, et là qui peut intéresser chacun d'entre vous, qui peut se faire à l'échelle d'un bâtiment, où on va regarder effectivement s'il y a une consommation de base du bâtiment qui est suffisante, auquel cas nous sommes capables de proposer l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture ou en couverture d'ombrière de parking. Notre interlocuteur n'a rien à débourser en fait, c'est-à-dire que nous prenons en charge l'investissement et lui va juste bénéficier de l'énergie qui est produite. Donc lui met à disposition une toiture par exemple, sur une durée qui peut être de 10 ans, 15 ans, 20 ans, pendant laquelle on va exploiter les panneaux photovoltaïques, assurer leur maintenance et on va fournir l'énergie au bâtiment qui nous a permis d'utiliser sa toiture. Et les conditions économiques actuelles permettent
y compris en Île-de-France, à condition d'avoir une base de consommation suffisante, de fournir une énergie qui a un prix inférieur à l'énergie de réseau. Donc autrement dit, pour l'utilisateur, pas d'investissement initial et en exploitation, un coût moindre puisque l'énergie produite est à un coût inférieur à l'énergie de réseau. Autre point important, ces projets de renouvelables électriques, de la même manière que ce qui vous a été présenté par Géomarn, on les travaille avec une implication forte des citoyens, et notamment sur la possibilité pour eux d'investir avec des approches de financement participatif. Et alors là, juste un petit clin d'œil pour les déçus qui n'ont pas vu passer le financement participatif sur Géomarn, on a ouvert ce mois-ci le financement participatif pour notre centrale solaire de Marcoussis. Donc c'est la première centrale photovoltaïque d'Île-de-France qui est en train d'être construite. Alors elle a été ouverte dans un premier temps pour les habitants de Marcoussis et les communes limitrophes, mais courant mars, et je pense que c'est imminent, alors j'ai plus la date en tête, elle sera également ouverte pour l'ensemble de l'Essonne et l'ensemble des départements limitrophes. Donc potentiellement, vous allez pouvoir bénéficier de ce dispositif qui, ma foi, alors j'ai plus les termes exacts en tête, mais qui est très intéressant financièrement, et je vous invite si ça vous intéresse, à regarder ça rapidement parce que je pense que le seuil limite de souscription sera rapidement atteint. Cinquième axe, la question des gaz verts. Et quand on parle de gaz vert, on parle de biométhane et d'hydrogène. La question du biométhane, elle est complexe, avec notamment en Île-de-France une capacité de production qui se situe beaucoup en périphérie, sur les départements notamment ruraux, Seine-et-Marne, Yvelines, et des potentiels de consommation qui se trouvent beaucoup en milieu urbain. Et donc là, on est en train de travailler les dispositifs qui permettent le financement de la méthanisation par les utilisateurs finaux. Donc par exemple, voir comment des promoteurs peuvent investir directement et permettre de sourcer directement leur bâtiment en gaz vert. Vous aurez noté que cette question du gaz et du méthane est au cœur de débat actuellement sur la question de la réglementation, la nouvelle réglementation énergétique. C'est un vrai sujet. Nous pensons, Engie, que le gaz a une place complète dans le mix énergétique d'aujourd'hui, dans le mix énergétique de demain et dans la manière dont nous devons assurer la transition énergétique. J'illustrerai juste par un point. Le gaz vert, le méthane et donc demain le biométhane, il a des capacités en termes de stockage. On a des sites de stockage qui existent un peu partout en France. On en a un en Île-de-France à Bennes. Ça permet une flexibilité en termes de production d'énergie qui est absolument complémentaire avec par exemple la production d'énergie renouvelable intermittente et des questions de flexibilité auxquelles ne répond pas par exemple la production nucléaire qui nécessite de démarrer des tranches. Voilà, c'est assez binaire. Donc le gaz nous paraît absolument essentiel dans ce contexte de transition énergétique et nous continuerons à montrer qu'il faut l'utiliser, et notamment pour la mobilité, mais également pour le bâtiment, avec la production de biométhane. Les gaz verts, c'est également l'hydrogène. Alors c'est un sujet majeur dans le plan de relance. Vous avez dû voir qu'il y a énormément d'énergie et d'argent qui est mis là-dessus. Et nous accompagnons la région donc pour que la région puisse être tête de file européenne sur la question de la mobilité hydrogène et des usages hydrogène en général. On a des enjeux par exemple forts au niveau de l'axe Seine et des flux logistiques. On travaille sur un projet, en termes de logistique par exemple, on travaille sur un projet qui s'appelle Last Mile, en lien avec la société Aquo, pour mailler le territoire francilien avec des stations de recharge hydrogène pour les poids lourds et pour la logistique du dernier kilomètre. Et puis je vous disais donc que nous avons, en dehors de ces 5 axes, nous avons travaillé également, nous avons travaillé également sur des propositions assez transverses pour accompagner les enjeux économiques, sociaux et juridiques de relance. Alors, vu le temps qui reste, je vais juste vous donner un exemple. Je pourrais vous parler de différents exemples d'accompagnement du développement économique ou pour le lien social ou la commande publique.
Sur le développement économique, l'exemple que je voudrais mettre en avant, c'est notre souhait de développer des chartes d'engagement tripartites entre la région ou des collectivités à des échelles plus locales, Engie, et puis des ETI, des PME, des startups. Alors pourquoi cette idée? C'est parce qu'on constate en fait que Engie travaille beaucoup avec des écosystèmes locaux et va souvent à une logique d'intégrateur où on va aller chercher des technologies qui répondent à tel ou tel besoin par rapport à un appel d'offres lancé par une collectivité, par exemple. Euh, or, ce partenariat, finalement, ça va être un partenariat d'opportunité pour répondre à un projet donné, mais ce n'est pas forcément un vecteur de développement sur la durée pour la PME qui va nous accompagner. Certes, voilà, elle va avoir des rentrées financières liées au projet en lui-même, mais quelle visibilité sur la durée, quelle perspective de croissance. Or, il faut donner à nos ETI, à nos PME, à nos startups, de la visibilité en termes de croissance, les aider, leur mettre le pied à l'étrier pour croître. C'est un enjeu de compétitivité au niveau national, au niveau européen, au niveau international. Et donc, notre idée, c'est que ces marchés qui sont passés et qui permettent de répondre à des projets donnés, ils contiennent des clauses qui auront été discutées avec nos interlocuteurs publics en amont pour ne pas s'arrêter simplement au projet, mais pour que le partenariat, il débouche, les partenariats que nous allons mettre avec en place avec des acteurs de plus petite taille, ils débouchent sur des partenariats de plus long terme, sur de la duplication de modèles, et donc qu'il y ait un engagement de l'entreprise, quand elle répond au marché, à accompagner la croissance de ses partenaires sur la durée. Donc voilà un exemple de proposition transverse que nous pouvons travailler. Je n'ai pas le temps de vous parler de la manière dont on peut accompagner également des modèles alternatifs pour la commande publique, que ce soit des modèles juridiques ou des modèles économiques. Mais ça m'amène un petit peu à ma conclusion. Là, vous avez vu un certain nombre de préconisations que l'on a travaillées en 2020. On ne va pas s'arrêter là. 2021, c'est pour nous le passage aux actes. Donc ces préconisations, maintenant, elles doivent déboucher sur ces projets. Et ces projets, on veut les travailler avec vous, acteurs privés, acteurs publics, pour aboutir à des vrais projets de relance verte. On est capable de vous accompagner sur les bons modèles juridiques, les bons modèles économiques. Et donc, voilà, c'est un petit peu un appel que je vous lance. Si certains des sujets que j'ai évoqués ici font écho chez vous, si vous souhaitez voir comment vous pouvez bénéficier des aides publiques qui sont mises sur la table pour aller vers des dispositifs de relance verte, nous sommes là pour vous accompagner et il ne faut pas hésiter à prendre contact. Voilà ce que je voulais vous dire et je suis ouvert aux questions. Merci beaucoup, Monsieur Monin. Je crois qu'il y avait une question pour savoir sur quelle plateforme allait avoir lieu le crowdfunding de Marcoussis, mais plus généralement, peut-être, est-ce que vous, tout simplement, sur le site d'Engie, ce genre d'opérations sont mentionnées quelque part? Alors logiquement, vous devez les retrouver sur le site d'Engie. Alors je n'ai pas été voir, mais si vous tapez Engie Marcoussis ou Engie Green Marcoussis, normalement, je pense que vous allez tomber assez rapidement dessus. Je n'ai plus en tête le nom de notre partenaire pour le financement participatif, mais ça, c'est une information que je peux vous transmettre à la suite de la réunion. D'accord. J'ai pas vu d'autres questions. Bonjour, Oui. excusez-moi, j'aurais une question. Je Oui. me permets. Alors, je suis Marie-Loge de la startup Inge. Moi, j'aurais une question spécifique par rapport à ce que vous avez déployé sur la Smart City, au sens que j'aurais voulu savoir un peu plus d'explications, si vous pouvez. Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir des mises en commun entre différents secteurs, parce que Engie est plutôt du bâtiment, de l'énergie, et moi je suis plutôt du domaine financier, et j'ai voulu savoir s'il y avait la possibilité d'avoir un interlocuteur pour une vision transversale d'appel à projet ou bien
de partenariats alternatifs qu'on pourrait effectuer sur la transition écologique. Excusez-moi, vous êtes dans quelle structure? Alors moi, je suis Kinje, je suis sur la finance solidaire. Et donc, en fait, moi, je suis spécialement pour l'insertion des femmes migrantes. Et donc, c'est pour ça que ça m'intéresserait tout de même de voir un peu un type de partenariat spécifique que j'aimerais voir. Parce que je pense que la finance, l'emploi et l'utilisation de l'énergie, il y a une possibilité de mettre ces choses en commun sur ça. Alors, là, à brûle-pourpoint, oui, enfin, travailler avec ce type de structure pour voir les dispositifs qu'on peut mettre en place, vous pouvez revenir vers moi et puis on peut regarder de manière très concrète quelles opportunités peuvent être déroulées, voir en fonction effectivement de vos implantations, par rapport à quel métier NJ, quels besoins on peut avoir, on est capable de travailler ensemble. Il n'y a pas de réponse générique, je dirais, à cette question. Après, vous me parlez de finances solidaires. Alors, peut-être qu'il faudrait que vous détailliez un petit peu ce sur quoi vous travaillez et comment vous employez effectivement des femmes migrantes sur ces sujets. Je vous avoue que c'est assez vague pour moi. D'accord. Alors, j'ai essayé de vous détailler, c'est que je suis sur une solution de digitaliser un système qu'effectuent les femmes migrantes, qui est un système qui s'appelle la tontine africaine, et je digitalise ça avec la blockchain. Et ces femmes utilisent ce système de financement pour créer des entreprises. Et c'est là que rentre en compte l'échange que j'aimerais faire avec vous, au sens que comme ce sont des femmes qui ont des apports assez limités et elles travaillent plutôt en mutualisation. Donc, ce serait pour essayer de voir un peu quel type de solution énergétique et en même temps immobilière on peut trouver pour ces personnes. D'accord. Alors, on pourra regarder en détail ensemble, si vous voulez. Je ne vais pas le faire lors de la réunion, mais effectivement, quel type de projet il peut ou pas y avoir, hein, effectivement, sur lesquels on pourrait s'engager. Mais en tout cas, votre démarche est tout à fait bonne et correspond au type d'approche que l'on souhaite susciter par cet appel, hein, que nous lançons. Si effectivement nous trouvons des points communs sur un territoire donné et des projets sur lesquels on peut travailler ensemble, après nous pouvons être relais auprès des collectivités pour les sensibiliser à la pertinence et à l'impact local que les projets que nous développons peuvent avoir. Donc on peut avoir un premier moment de débroussaillage, bien comprendre nos activités mutuelles, nos implantations, nos enjeux, voir à un moment donné si on s'y retrouve, et nous après avec notre force de frappe essayer de travailler au niveau local pour que ces partenariats éventuels puissent être valorisés, pour qu'ils puissent trouver leur place dans des réponses à des appels d'offres publics ou privés. D'accord, merci. Parce qu'en fait, pour les personnes de l'économie sociale et solidaire, on est plutôt sur des projets un peu à part. Et donc, en fait, c'est difficile de s'intégrer dans des grosses structures ou bien des gros appels à projets. Donc, Alors, je ne l'ai pas mentionné là, mais cette question du travail avec l'économie sociale et solidaire, c'est une de nos 20 propositions. Donc, c'est un axe sur lequel on travaille vraiment actuellement. Nous sommes membres du PECSE, hein, du réseau des entreprises solidaires dans le domaine de l'environnement. Aujourd'hui, il y a une vraie demande au niveau local, un vrai besoin. On voit que ce pan de l'économie est en plein développement. Les collectivités cherchent les bons moyens de le soutenir, et on pense qu'il y a là aussi une approche un peu tripartite à avoir entre collectivités, entreprises solidaires et puis grands groupes comme nous pour arriver à vous soutenir et à trouver une place dans nos dispositifs. Je vais prendre un exemple qui n'est pas dans le domaine de la finance, mais on travaille par exemple beaucoup, tout à l'heure je parlais de la question de la lutte contre les eaux de chaleur. Sur la partie la partie verte, environnementale, entretien d'espaces verts, etc. On travaille beaucoup en lien avec les entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire.
Merci. Ou les questions qui sont un petit peu en one-to-one, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à envoyer ça sur attractivité, sans accent, @descartes-devinov.com, adresse email que vous retrouverez sur notre site. Je vais vous la mettre aussi dans le chat. Il est l'heure que nous que nous clôturions la conférence. Merci beaucoup à nos intervenants. Ça a été très intéressant, très illustré, et j'espère que ça va donner des idées à pas mal de gens pour susciter davantage d'innovation. Et nous, on est très heureux d'amorcer un certain nombre de choses avec vous. Merci à tous et bon après-midi. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon après-midi.